confirmez-le-moi d'ailleurs dans le chat. La présentation portera aujourd'hui sur globalement VIM et la résilience de vos données dont nous allons parler à travers les nouveautés de la version 12.1. Alors, dans le cadre de cette session, je serai accompagné de Benjamin Diallo. Benjamin, un mot pour te présenter. Oui, bonjour à tous, bonjour à toute la... Merci Fortuné, bonjour à tous, bonjour à toute la communauté. Je suis Benjamin Liganouk, support ingénieur et team lead à Nexin Solutions. C'est vraiment avec joie que je me connecte ici aujourd'hui pour partager avec toute la communauté les nouvelles fonctionnalités que la nouvelle VIM Data Platform nous offre. Merci beaucoup Benjamin. Alors, j'ai pu consulter rapidement la liste des participants. Je vois que pour la plupart vont et il y en a quelques-uns pour qui, voilà, bien que mon visage puisse être connu, qu'ils ne sachent pas exactement sous quelle casquette je me présente aujourd'hui dans le cadre de cette session. La raison pour laquelle je vais me présenter rapidement. Dans le cadre de cette session, je vais co-présenter avec Benjamin en tant que l'un des leaders de la communauté d'Afrique francophone, dont je suppose vous faites tous partie. Et s'il y en a parmi les participants qui ne sont pas encore membres de la communauté, je vous invite à vous y enregistrer parce que cette communauté aujourd'hui est censée grandir à travers nous et surtout est censée être le siège du partage de la connaissance que nous pourrons avoir par rapport à VIM, les solutions, l'actualité en termes de cybersécurité, cyber-résilience, dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de rentrer de plein pied dans le sujet et donc la présentation, il est important de préciser pour vous les membres du VIM User Group, AFS, ou Africa Free Speaking, que ce type d'initiative, aujourd'hui, je les porte en direct, mais je vous invite à proposer des sujets, parce que des actions comme ça vont faire vivre la communauté, proposer des sujets, proposer des actions, et ce sera avec plaisir que les équipes VIM et moi verront dans quelle mesure les rendre possibles. Ça a été très difficile de mettre en place ceci par rapport aux différents agendas. Avec Benjamin, ça ne coïncidait pas toujours. Il y a eu d'autres candidats qui se sont manifestés. Ça n'a pas été évident de trouver un équilibre du point de vue des agendas. Je suis content au final qu'on ait pu le faire. Et naturellement, j'espère que c'est une deuxième session mais qui sera très positive pour la suite. Alors, nous allons parler des nouveautés de VIM, mais les nouveautés de VIM s'inscrivent dans le cadre du changement, si vous voulez, de l'écosystème et même de l'actualité du monde cyber. Nous avons été habitués à parler de sécurité, ensuite cybersécurité, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, étant donné les challenges des entreprises, étant donné l'écosystème et l'actualité que nous vivons, il apparaît de plus en plus important de parler non plus simplement de cybersécurité, mais de cyber-résilience. Okay? Ce terme peut apparaître nouveau, mais il est celui qui aujourd'hui s'arrive le mieux à ce qu'il faut permettre aux entreprises de suivre et de garantir la suivi de leur activité. Alors, la cyber-résilience, on en parle, on pourrait se dire c'est un bien grand mot. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cyber-résilience, tout comme la cybersécurité d'ailleurs, ne repose pas uniquement sur le volet technologique. Le volet technologique, il est bien, d'accord, il y a une part importante de tout ce qui va être stratégie de cybersécurité ou de cyber-résilience, mais la cyber-résilience repose plus sur une méthodologie qui s'appuie, elle, sur une stratégie. Donc, vous voyez là comme un ensemble. Et quand on parle de cyber-résilience aujourd'hui, on parle non seulement de cybersécurité, mais aussi de protection de la donnée.
C'est l'ensemble des deux qui permettent de parler de cyber-résilience. Et c'est dans ce cadre que VIM, dans son évolution, a rajouté un certain nombre de fonctionnalités dont nous allons parler dans la suite avec Benjamin. Alors, rapidement comme ça sur la cyber-résilience, ce qu'il faut savoir, je le disais, c'est plus une question de stratégie, une question de technologie et, disons, une question de planification vraiment rigoureuse. Parce que lorsque les entreprises aujourd'hui doivent faire face à une attaque, il ne suffit plus simplement de parler des mécanismes d'anticipation liés, disons, à la cybersécurité en amont. Il faut pouvoir se positionner au tout début du système, pouvoir dans un premier temps agir de manière proactive, d'accord? Identifier les menaces avant même qu'elles ne pensent à opérer, avoir la capacité d'identifier dans son système les données, les catégoriser, devrais-je dire les cartographier afin de pouvoir définir en quelque sorte une échelle de risque et pouvoir y adapter les moyens et méthodes de protection des référents. Comme ça, je n'irai peut-être pas dans le détail, vous recevrez la présentation. Je vous invite d'ailleurs à poser des questions dans le chat si vous en avez et nous ferons un plaisir d'y répondre soit pendant les temps de pause, soit à la fin, en fonction du timing qui sera le nôtre. Donc, je disais, avoir la capacité d'identifier, savoir ensuite comment est-ce que vous allez protéger vos données. Ça peut être par des mécanismes de sauvegarde, ça peut être par d'autres mécanismes liés à de la réplication, parce que vous avez pu cartographier en amont ces données-là. Mais nous aurions été en train de parler de BIM il y a 2 ou 3 ans, on aurait pu s'arrêter à ces mécanismes. Mais aujourd'hui, vous avez, à travers les nouveautés que nous allons vous présenter, un ensemble de fonctionnalités qui vont vous permettre non seulement de pouvoir garantir la disponibilité de la donnée, mais aussi de pouvoir garantir son intégrité en vous permettant de détecter un certain nombre de menaces. Donc, des fonctionnalités qui ont été rajoutées et qui contribuent bien sûr à mettre en place, à inscrire VIM, si vous voulez, dans, je dirais, au panthéon des solutions qui se réclament, faire valoir la cyber-résilience aujourd'hui, plutôt la cybersécurité ou la protection. Et bien sûr, si tous ces mécanismes sont mis en avant, c'est parce qu'en cas d'attaque, vous devez avoir la capacité, ou alors les entreprises, donc vous devez avoir la capacité de répondre, d'apporter une réponse en termes d'action, une réponse en termes de résultats pour mitiger l'incident qui vient d'avoir lieu, une réponse de tout court qui permettrait de continuer à opérer en retrouvant les données de façon très simple, très rapide et surtout avec une précision, je dirais chirurgicale pour permettre au business de continuer à opérer. Mais ce n'est pas tout. Les données, vous les avez. Une fois que vous avez les données, il faudrait en même temps que l'activité globale puisse fonctionner, puisse être remise en place. Et quand on parle d'activité globale, on fait ainsi référence à la capacité que vous avez à anticiper sur les incidents. C'est bien de restaurer, mais c'est encore mieux d'être convaincu et de savoir que le plan qu'on met en place dans le cadre de sa stratégie va fonctionner quand on en aura besoin. Et à partir de là, vous devez aujourd'hui, dans votre stratégie de cyber-résilience, vous assurer que vos plans qui sont testés que vous êtes vraiment préparé et que le moment venu, lorsque vous appuierez sur le bouton pour déclencher le mécanisme de redémarrage, de continuité ou de prévention du contexte, que les choses vont se passer comme il faut. Donc, voilà globalement aujourd'hui la logique de cyber-résilience dans laquelle il s'inscrit et le message que vous devez comprendre, vous devez le passer, c'est celui-là.
Alors, nous avons parlé de la cyber-résilience et quand on le dit, il faut savoir la base de la récupération, c'est la sauvegarde. D'accord? Les sauvegardes sont vos meilleurs amis en cas de problème. Et d'ailleurs, pour vivre, la sauvegarde, c'est la meilleure, si ce n'est la dernière ligne de défense que vous devez avoir, pour laquelle vous devez tout faire pour mettre en place des sauvegardes en bonne et due forme. Vous devrez utiliser des mesures de protection de vos données en bonne et due forme qui s'inscrivent dans une stratégie de cyber-résilience très cohérente. Et quand on en parle rapidement comme ça, vous savez, c'est presque un symbole aujourd'hui. Parler de protection de la donnée, parler des villes sans évoquer la règle 3D1 et son serait presque un crime de lèse-majesté. Je suis convaincu de ce que tout le monde a dans le panel. Qu'est-ce que c'est la règle de 3D1? Mais je vais rapidement rappeler afin de pouvoir avancer. Cette règle, elle stipule simplement que pour garantir un niveau de résilience bon ou acceptable dans votre infrastructure, vous devez avoir au minimum trois copies de données, et trois copies étant la copie originale en production, la première copie de sauvegarde et une deuxième copie de sauvegarde. Parlant dans les deux copies de sauvegarde, ils doivent être sauvegardés sur des médias différents, histoire toujours de mitiger le risque, parce que vous pouvez être victime d'une intempérie de nature à endommager ou altérer l'un des médias. Il faudrait que l'autre puisse vous pas cette différence, puisse vous fournir une probabilité forte d'y résister. Et ensuite, les deux copies, vous devez avoir au minimum une copie hors site. D'accord? Une copie hors site, c'est-à-dire externalisée. Alors, c'est bien tout ça, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Parce que votre copie, elle est certes hors site, mais si votre site distant, par exemple, il est connecté à votre site principal, il se pourrait que les menaces soient propagées sur ce site-là. C'est pour ça qu'en plus d'avoir une copie hors site, vous devez avoir aujourd'hui au moins une copie hors ligne. Et pour cela, vous avez des mécanismes qui sont proposés par lui, qui vous permettent d'isoler les données de sauvegarde afin que celles-ci ne puissent pas être altérées ou bien affectées en cas d'attaque. Et naturellement, le demi-zéro pour la déclinaison de la règle stipule que vous devez être dans une infrastructure ou alors dans une stratégie qui vous garantisse que vous n'ayez pas d'erreur au moment, par exemple, de restaurer vos sauvegardes. Lorsque vient le moment de l'incident où vous avez d'ailleurs le véritable stress, vous devez être sûr que vos sauvegardes sont bonnes et pour cela, plutôt que de passer par des méthodes fastidieuses, Vim vous propose des mécanismes très simples pour tester, vérifier vos sauvegardes afin d'être sûr que le moment venu, elles seraient viables, ce qui nous donne dans la déclinaison 3, 2, 1, 1, 0. Alors, une fois que j'ai dit ça, nous allons rentrer effectivement dans le vif du sujet. Je sais que Benjamin c'est patient et je lui donnerai la main pour qu'il puisse dérouler. La version 2.1, je vous fais une petite confidence. Quand moi j'ai vu l'étendue des fonctionnalités qui arrivaient, je me souviens avoir discuté avec Arnaud Quenon, que vous devez tous connaître. Et la première question que moi je voulais poser, c'est pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé la version 13? Parce que là, c'était vraiment digne d'une véritable révolution. Donc, les fonctionnalités, vous en avez énormément. Dans le cadre de cette session, nous n'allons pas toutes les parcourir. Nous avons sélectionné quelques-unes qui nous ont semblé intéressantes, notamment du point de vue de la sécurité, les nouvelles fonctionnalités sur le plan de la sécurité. Avec Benjamin, nous allons vous les présenter dans la suite. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, parler de Vim, et c'est l'occasion d'ailleurs de le rappeler, aujourd'hui, il n'est plus question
pour vous, pour nous, d'aller vendre de la sauvegarde ou d'aller parler de Vim en tant que solution de sauvegarde. Alors, il paraît que le son ne serait pas très net. Et voilà pour tout le monde. Laissez-moi faire quelques réglages. Est-ce que c'est mieux maintenant, Raphaël? Benjamin, tu m'entends bien? Ah, d'accord. Bon, Oui, oui, de mon côté, je te reçois parfaitement. d'accord, c'est bon maintenant pour Raphaël. Donc, je disais, nous avons pas mal de fonctionnalités très intéressantes qui marquent d'ailleurs, j'allais dire, le franchissement de cap de plateforme de protection de données à plateforme de cyber-résilience pour VIM. Nous verrons des fonctionnalités très intéressantes. Il y en a d'autres. Si vous le souhaitez, je le disais d'ailleurs au début, si vous souhaitez qu'on explore davantage d'autres fonctionnalités, vous pouvez soit vous poser des questions dans le chat, ou pour vous, les membres de la communauté, proposer un événement dans lequel nous pourrons discuter de ces sujets un peu plus en détail. Donc, vous pouvez le voir, les fonctionnalités sont nombreuses. Et comme je l'ai dit, je vais Le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Plus de la partie sécurité. Fortuné, ça s'entrecoupe énormément. Benjamin, you might want to carry on with your part until Fortune is getting back. Yes, the issue is that he's sharing the presentation through his computer. Okay. Benjamin? Oui, je te suis parfaitement. Ça a été entrecoupé tout à l'heure.
connexion. Donc, alors, à quel moment est-ce que ça a été coupé, Benjamin? Je pense que j'étais sur le 4e scénario. Oui, c'est ça? Juste avant la slide sur les scénarios, scénarios de malware. Ouais. D'accord. Donc, ok, je vais reprendre rapidement. L'idée, c'était de présenter ici les différents scénarios dans lesquels Vim va aider ses clients à se prémunir des menaces, notamment le premier scénario qui marque le début d'une attaque, le second scénario dans lequel le malware a les encryptions ou alors les cryptages de données ont démarré, mais la menace reste encore en pleine construction. Le troisième scénario dans lequel la menace est très avancée, d'accord, et il y a même déjà des actions et des exécutions en mémoire. Et enfin, le quatrième scénario où l'attaque serait perpétrée à distance. Donc, à partir de là, Vim met en place un certain nombre de fonctionnalités que Benjamin va vous présenter tout de suite. Je te passe donc la main, Benjamin, pour que tu puisses élaborer. D'accord. Donc, comme Fortuné l'a mentionné tout à l'heure en présentant les différentes fonctionnalités que la Vim Data Platform offre aujourd'hui, cette nouvelle version de la Vim Data Platform offre plusieurs blocs de solutions, parmi lesquels le premier bloc qui consiste à retrouver ou alors à trouver les données cryptées et les traces de ransomware dans les sauvegardes. Donc, tu peux avancer un instant, tu peux avancer, Fortuné, sur la prochaine slide. OK. Donc, parmi ces différentes solutions, nous avons le Inline Malware Detection. En quoi cela consiste? Ici, le scan se fait durant le processus de sauvegarde en s'appuyant sur les composants d'intelligence artificielle et de machine learning qui sont hébergés par le proxy de sauvegarde. Et une fois les informations, à savoir les métadatas, qui sont envoyés au niveau du serveur de backup, sont analysés à travers le premier, le deuxième et l'index qui suit. Vim peut donc identifier, la nouvelle plateforme aujourd'hui peut identifier que telle information est suspecte, telle donnée est suspecte et la flaguer comme infectée pour permettre plus loin à l'utilisateur ou à l'administrateur de la plateforme de faire un scan un peu plus approfondi. La slide suivante, Fortuné. Allô, Fortuné? Oui, c'est bon? D'accord, merci. Et actuellement, derrière cette mesure que Vim embarque dans sa plateforme, nous avons deux solutions, à savoir l'analyse des blocs cryptés et l'analyse du texte. Donc, ici, comme je l'ai dit au niveau de l'architecture mentionnée sur la slide précédente, ici, lorsque la sauvegarde est faite, le bloc de données est analysé. Et une fois le bloc de données analysé et flagué comme suspect, le backup en lui-même est donc marqué comme infecté. Et plus loin, on peut donc mener une action un peu plus approfondie sur le backup. Tout ceci en s'appuyant sur l'analyse d'entropie, qui également, en dessous, nous avons le machine learning et l'intelligence artificielle, qui sont des composants qui sont hébergés au niveau de notre proxy de sauvegarde. Fortuné, là, je peux avoir une vue sur la slide qui suit. Oui, bien sûr. D'accord, comme je l'ai mentionné, oui, c'est bon. Comme je le disais plus haut, toute cette analyse, l'analyse qui est faite derrière, c'est une analyse d'entropie en se basant sur l'intelligence artificielle et le machine learning
qui s'exécute sur le proxy de sauvegarde, permettant un peu plus loin de détecter les données cryptées et de les marquer comme suspectes. Mais cette fonctionnalité est déjà embarquée de façon native dans la solution. Mais il est important, lorsqu'on souhaite l'activer, de voir quelle est la quantité de ressources en termes de CPU qui a été allouée en notre proxy, puisque cette fonctionnalité consomme en moyenne entre 25 et 30% de CPU utilisés par notre proxy. La slide qui suit. C'est bon, normalement. Voilà. Comment cela fonctionne? Je l'ai mentionné un peu plus haut dans l'architecture. Il y a une collecte de métadonnées qui se fait durant les sauvegardes. Fortuné, tu peux, je vois plus ton écran. Donc là, il y a une collecte en attendant qu'il repartage son écran, il y a une collecte de métadonnées qui est effectuée durant le processus de sauvegarde. Et ces métadonnées sont enregistrées au niveau de... Merci. Ces métadonnées sont enregistrées au niveau du catalogue Vim, donc sur le serveur de backup. Et plus loin, pour mener cette analyse, ce scan-là, une comparaison est faite entre le premier index de la métadata et l'index suivant. Ça permet d'identifier tous les comportements suspects et malveillants et les flaguer pour mener des actions un peu plus approfondies. Oui, Fortuné, tu peux avancer, s'il te plaît. Oui. Justement, la question. D'accord. OK. Quels sont les facteurs qui sont utilisés ici pour mener ce scan-là? Là, nous avons relevé certains facteurs en exemple ici, comme la taille des sauvegardes. Lorsqu'une première sauvegarde est faite, la taille de la deuxième sauvegarde peut permettre d'identifier que nous sommes en présence d'un comportement malveillant au niveau de la charge de travail qui est sauvegardée. Il y a également le pourcentage de cryptage qui peut également nous permettre d'identifier entre le cryptage précédent et le cryptage actuel, permet à la plateforme d'identifier également un comportement malveillant, parmi lesquels la compression. Il y a également le taux de données ou alors la quantité de données qui a été supprimée. Quantité de données qui a été supprimée. Tu as avancé. Ouais. C'est allé un tout petit peu vite. Oui, donc là, la quantité de données qui a été supprimée, et également l'analyse du texte. L'analyse du texte. Directement là, nous sommes sur la deuxième solution que propose Inline Malware Detection, qui est l'analyse du texte. Ici, nous savons tous que lorsque une attaque est perpétrée, il y a des messages, il y a... Tu peux passer sur la... Oui. Il y a des messages, il y a des documents qui sont envoyés, ça peut être des documents de texte. Et ici, l'objectif de l'analyse du texte ici consiste à chercher des liens et des notes de rançon. Ça peut être de demandes de rançon. Donc, derrière ce scan-là, la Vim Data Platform va donc aller et scanner tout le document afin de pouvoir identifier ce comportement malveillant qui est hébergé par la charge de travail qui est sauvegardée depuis la production. Fortuné, je peux avoir... Oui, bien sûr, bien sûr.
D'accord. D'accord. Tout à l'heure, je parlais de la charge de travail, la charge d'utilisation de la plateforme lorsque cette fonctionnalité est activée. Donc, ici, Vim a prévu un workaround. Vim a prévu un workaround qui est mentionné là sur l'écran, où on peut ajouter certaines machines pour exclure, ajouter certaines machines dans l'exclusion de l'analyse pendant certains jours. Et plus tard, si on souhaite le faire, puisque l'analyse ici scanne le disque en entier, donc nous constatons que si nous avons plusieurs machines avec plusieurs disques, la charge sera énorme au niveau de la plateforme. Donc, il y a ces mesures de contournement qui peuvent être appliquées sur la plateforme afin de pouvoir réduire ou alors répondre aux problèmes de charge en utilisant cette fonctionnalité. Merci beaucoup, Benjamin. La slide suivante. Oui, bien sûr. Je pense que ce sera le moment de parler à peu près de ce qu'il faut comme système, qu'il faut comme prérequis et éléments pour mettre tout cela en place. Oui, tout à fait. En termes de prérequis système pour déployer cette fonctionnalité, nous avons toutes les charges de travail qui s'exécutent sur les plateformes VMware vSphere, Cloud Director et Hyper-V. Les charges de travail Windows et Linux. Il est important de préciser que pour l'instant, cette fonctionnalité est uniquement utilisable sur les backups, bon, pas sur les réplications ni le CDP. Et aussi les charges de travail qui sont sauvegardées par des agents, les charges de travail Windows qui sont sauvegardées par des agents et managées de façon centralisée par le serveur de backup. Les systèmes de fichiers NTFS et ext4 sont également supportés. Donc, effectivement, c'est important de le préciser, Benjamin, pour le moment, que les backups, que les sauvegardes sont prises en charge, mais peut-être dans la suite, la réplication et le CDP pourront l'être. D'accord. Merci pour cet ajout fortuné. Comme troisième solution, concernant la lutte contre les rançons, il y a également l'analyse des extensions de fichiers. L'analyse des extensions de fichiers sur la plateforme aujourd'hui. Nous avons plus de 4000 extensions déjà prédéfinies. Donc, il est important de préciser également que pour avoir cette fonctionnalité sur la version actuelle, les anciennes versions, nous avons le Guest Index, qui est une fonctionnalité qu'on activait déjà dans le job de sauvegarde, qui permettait de parcourir tout le système invité de la charge de travail. Donc, déjà, pour le faire, il faut qu'on se rassure que la charge sur laquelle nous allons appliquer cela à cette fonctionnalité déjà activée. Oui, Fortuné, tu peux avancer sur la slide suivante pour présenter également les possibilités de définir, de customiser des extensions, de mettre à jour le catalogue. Bien sûr. J'avance sur la slide, mais disons un mot rapide avant que tu le passes. Par rapport à l'indexation, des fichiers, beaucoup sont souvent posé la question de savoir à quoi est-ce que ça servait. L'indexation proposée par Vim depuis plusieurs versions déjà permettait de faire des recherches rapides et complexes sur les systèmes de fichiers. Mais aujourd'hui, ça ne servira plus qu'à ça. Dans la version 12.1, l'indexation sera d'un support et d'un apport énorme pour la détection et bien entendu l'anticipation sur les menaces. Si vous avez des questions, je ne veux pas trop m'éterniser dessus, mais si
pour ceux qui le souhaitent, s'il y a des questions, posez-les dans le chat et on pourrait en discuter un peu plus en détail. D'accord, merci Fortuné. Donc, je sais que beaucoup se sont posé la question de savoir, là, nous avons des extensions prédéfinies embarquées dans la nouvelle version de la Vim Data Platform. Si nous voulons customiser ou mettre à jour la Vim Data Platform, cela est possible. Donc là, nous pouvons télécharger via Internet directement les extensions et mettre à jour notre catalogue d'extensions, ou alors télécharger le package et mettre à jour le catalogue en offline pour certains environnements pour lesquels la sécurité, l'accès Internet est restreint. Donc, il est également possible, via un fichier XML, d'importer des extensions qui ont été prédéfinies dans le fichier. Donc, exporter et mettre notre catalogue à jour. Donc, comme prérequis pour la mise en place de cette fonctionnalité, elle supporte également les charges de travail VMware vSphere, Cloud Director et Hyper. Les charges de travail Windows et Linux tournant sur ces différentes plateformes. Également, les charges de travail Windows qui sont managées par les agents, les charges de travail qui sont managées par le serveur BIM de façon centralisée et managées en standalone par les agents. Supporte également tous les systèmes de fichiers. Donc, à contrario avec l'Inline tout à l'heure, ici, cette fonctionnalité est supportée par tous les systèmes de fichiers. D'accord, merci beaucoup Benjamin pour ces explications précises par rapport donc, nous avons vu avec les fonctionnalités que Benjamin a exposées, des fonctionnalités qui nous permettent, si vous voulez, d'interagir par rapport aux deux premiers scénarios. Qu'en est-il donc du troisième, du quatrième, et voir un peu le deuxième. Donc, Vim y a pensé aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que avec Benjamin, vous avez parlé de tout ce qui était détection inline, d'accord? Ce qui se fait à la volée, c'est-à-dire que la détection se fait pendant que le backup s'exécute à travers le proxy. Et maintenant, nous allons voir que Vim a prévu non seulement des mécanismes inline, mais aussi des mécanismes offline qui vous permettent même de vérifier l'état, le niveau d'intégrité de vos sauvegardes après que la sauvegarde ait été faite. Et pour cela, il m'a intégré disons, une nouvelle notion. Ceux qui sont déjà des coutumiers du monde de la cybersécurité savent exactement ce que c'est. Le IARA. Le IARA, c'est, si vous voulez, bon, on dira un langage ou alors un ensemble de règles, mais IARA, en termes de définition d'acronyme, signifie simplement IARA Another Recursive Acronym ou encore Yet Another Ridiculous Acronym qui vous offre un ensemble de règles que vous pourrez utiliser et intégrer dans Vim pour pouvoir qualifier le niveau d'intégrité ou alors l'état de vos sauvegardes. Ça, c'est nouveau avec la version de 12.1 et cela aide énormément. Dans les versions précédentes, cette philosophie était déjà présente à travers le Secure Restore, notamment capacité que vous avez de vérifier l'intégrité des sauvegardes au moment de la restauration. Mais alors, ce que la 12.1 apporte, c'est beaucoup plus
avec les règles IARA, c'est beaucoup plus de rapidité et de flexibilité dans l'exécution. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin, cette fois-ci, pour l'exécuter de façon, disons, intuitive, de monter un virtual app. Non, vous n'en aurez plus besoin. Vous aurez la capacité d'intégrer des règles IARA disponibles sur plusieurs plateformes et vous pourrez effectuer l'analyse directement à partir de ces règles-là. J'ai maintenu comme ça un exemple qui avait été proposé par Arnaud, que, comme je l'ai dit, vous connaissez sans doute, un exemple de règles IARA qui permettrait de détecter un WannaCry avant que WannaCry a infecté votre système. C'est une règle, vous le voyez, très simple et que vous pouvez obtenir sur plusieurs plateformes. Il vous donne dorénavant la possibilité d'intégrer ces règles-là et d'aller beaucoup plus vite dans les analyses de fichiers. Plusieurs plateformes existent, je le disais, pour obtenir des règles IARA et elles sont disponibles en ligne. Vous pouvez même, pour ceux qui le souhaitent, qui sont friands de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mettre ChatGPT à contribution pour obtenir des fichiers et règles IARA. Donc, c'était déjà disponible, je le disais, de façon plus ou moins manuelle, avec des composants à monter. Aujourd'hui, vous pouvez faire l'analyse et le scan, l'analyse de contenu et le scan de vos fichiers de sauvegarde de façon automatisée via Short Backup. Mais la beauté de tout ça, c'est que vous pouvez le faire aujourd'hui sans nécessité de monter un Virtual Apps, par exemple, quand on fait ce que ça demande en termes de ressources. Okay? Donc, vous pouvez le faire ainsi, soit en choisissant plusieurs machines ou des machines de façon spécifique qui vous permettrait d'y aller de manière vraiment ciblée afin d'avoir une idée plus précise de l'état de vos machines virtuelles et de certaines machines virtuelles spécifiques avec des paramètres bien précis tels que vous pouvez le voir. Vous pouvez d'ailleurs choisir soit d'y aller par un scan antivirus ou directement utiliser un scan IARA en précisant le fichier IARA, le fichier de règles IARA que vous allez utiliser pour savoir quel est effectivement le comportement de votre système ou alors le niveau d'intégrité. En plus de pouvoir le faire de façon automatisée, vous pouvez le faire de façon manuelle aussi. Donc, ce n'est pas juste de planifier pour un ensemble de machines. Vous pouvez le faire de façon manuelle en choisissant de scanner un job bien précis ou alors les images d'une machine bien précise dans un job particulier. Et c'est ça aussi la beauté de la flexibilité qu'apporte la version 12.1. Donc, sur cette partie-là, une fois que vous avez sélectionné le fichier et que vous avez configuré la règle ou alors indiqué les paramètres dont vous avez besoin, le scan il va s'effectuer sur le mount server et ensuite vous pourrez avoir des résultats de ce qui a été trouvé, affiché directement dans l'explorateur de fenêtre Short Backup, afin de savoir exactement si les menaces ont été évitées naturellement en fonction du monde serveur,
donc, en fonction de la règle IARA qui aura été indiquée à Vim pour l'édition. Donc, voilà comme ça des ajouts qui vont vous permettre de non seulement gagner en flexibilité dans l'exploitation de la solution Vim, mais surtout vous positionner de façon proactive dans l'analyse avant que les menaces ne surviennent, contribuant à mettre en place une brique très importante de la stratégie de cyber-résilience dont nous avons parlé au tout début. Benjamin, je te relaisse la main pour la partie incident API. Oui, merci Fortuné. Aujourd'hui, avec la nouvelle Vim Data Platform, nous pouvons coupler une application tierce de sécurité à la plateforme, par exemple un antivirus, couplé à la plateforme afin que lorsque c'est la plateforme tierce qui notifie Vim d'une attaque qui est en cours. Donc, pour beaucoup de clients qui voulaient savoir s'il était possible de coupler, par exemple, l'EDR ou le XDR. Et aujourd'hui, avec le nouvel API, à savoir l'incident API de la Vim Data Platform actuelle, cela est possible. Cela est possible et il est également possible de configurer sur la même plateforme, de faire un job sain, d'exécuter un job de sauvegarde sain sur une charge de travail lorsque cet événement-là est enregistré sur la plateforme Vim. Et pour le faire, la plateforme va s'appuyer sur plusieurs. Oui, Fortuné. Oui, et pour le faire, la Vim, après avoir reçu cette notification, va s'appuyer sur plusieurs éléments. Ça peut être l'IPv4, l'IP de la machine. Ça peut être le FQDN, qui est le nom complet de la machine, pour pouvoir identifier la charge de travail infectée, ou alors la charge de travail depuis laquelle qui est sauvegardée depuis laquelle l'attaque se produit à l'heure où l'outil tierce a notifié la plateforme Vim. Fortuné, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, je voulais juste rajouter comme ça rapidement que effectivement, là nous venons de voir trois types de détection, la détection inline, la détection offline, mais ensuite là tu viens de parler d'un type de détection qui s'appuie sur des éléments externes, c'est-à-dire que Vim va permettre aux spécialistes de la sécurité, de la cybersécurité, de faire ce qu'on appelle un partage d'expérience. C'est-à-dire quoi? Ce qui aurait été détecté au niveau de ces solutions de cybersécurité aguerries et éprouvées pourra être partagé à Vim afin que Vim anticipe sur des comportements à avoir en termes de prévention de manière proactive. Donc, voilà juste ce que je veux ajouter. Rapidement, nous allons parler de la partie KMS. Juste rapidement comme ça. Il faut, alors, on serait tenté de se dire pourquoi est-ce que Vim s'y intéresse. C'est juste parce que les mécanismes intégrés à Vim présentent, disons, quelques faiblesses, notamment les mots de passe qui ne changent presque jamais et qui sont de nature plutôt faible, tel que vous pouvez le constater à l'écran. L'idée avec la 12.1, c'est d'introduire la gestion des mots de passe par un KMS afin de permettre que ceci soit non seulement plus robuste, d'accord, mais en plus, il puisse être changé de façon automatisée sans que ce ne soit un processus qui soit fastidieux.
Je te laisse la main, Benjamin. Oui, merci. Vim, avec la nouvelle version de la plateforme, a également mis une nouvelle couche de sécurité au niveau de la gestion des sauvegardes en elles-mêmes, la gestion des fichiers des sauvegardes que nous avons sur l'environnement. Donc, avec la fonctionnalité For Ice, avec la fonctionnalité For Ice Authorization, Vim permet aujourd'hui à un second administrateur de la plateforme de valider une action. Ça peut être une action de suppression, du backup. Comme Fortuné l'a mentionné un peu plus haut, qui est notre dernière ligne de défense aujourd'hui. Lorsque nous connaissons une attaque, nous avons la suppression des autres composants. Ça peut être un repository. Nous avons par exemple la modification d'un utilisateur qui peut également poser un problème dans l'entreprise. Donc, avec tous ces éléments-là, ça permet qu'au jour d'aujourd'hui, Vim, avec cette nouvelle plateforme, cette nouvelle version de la plateforme, sécurise cette gestion tant des sauvegardes que des utilisateurs de la plateforme. Merci, merci. Je vais juste rajouter rapidement comme ça par rapport à cette fonctionnalité de For Ice. Ce qu'il faut noter, c'est qu'elle nous prémunit des suppressions accidentelles, par exemple des sauvegardes. D'accord? Parce que vous savez, oui, il y a des attaques à ransomware qui peuvent vous crypter des données et tout, mais il arrive parfois que nous, dans des manipulations quotidiennes, qu'on se retrouve à supprimer accidentellement les données. Cette fonctionnalité de For Ice signifie simplement pas, Benjamin l'a dit, qu'un deuxième administrateur puisse être au contrôle en termes d'approbation. C'est-à-dire que si par mégarde, de façon volontaire ou involontaire, un utilisateur venait à se retrouver dans une situation où il devrait supprimer, où des sauvegardes devraient être supprimées, le système enverrait un warning ou alors un message de blocage disant qu'il faille une approbation pour que cette suppression se fasse. Et quand on parle de For Ice, de façon très basique, c'est juste 4 lieux ou 2 personnes qui valident une action. Donc voilà pourquoi cette nouvelle fonctionnalité-là est très importante et très utile pour les infrastructures. Je te relaisse la main maintenant. Okay. Oui, et également avec cette nouvelle version de la plateforme, aujourd'hui, il est également possible de coupler un SIEM ou alors de coupler un serveur de gestion des logs pour une meilleure proactivité. Fortuné l'a dit à l'entame de cette présentation qu'au jour d'aujourd'hui, Vim gère tout ce qui est résilience de la donnée pour permettre à ce que lorsque une entreprise ou alors un utilisateur fait l'objet d'une attaque, qu'il puisse se relancer très rapidement ou alors continuer son activité sans difficulté. Donc aujourd'hui, avec l'intégration des SIEM, Vim ajoute une nouvelle couche de proactivité sur une possibilité une nouvelle couche de proactivité sur la détection des attaques de type ransomware. Nous savons tous comment un SIEM fonctionne, la réception du log, la catégorisation et ensuite la restauration ayant identifié que là, nous sommes en présence d'une attaque de type ransomware, retourne donc l'information sur la plateforme Vim et par la suite, nous pouvons, en tant qu'administrateur ou utilisateur de la plateforme, mener une action directe pour remédier à cela ou alors pour anticiper sur une catastrophe qui peut survenir sur notre environnement. D'accord. Alors, rapidement, cette partie, pas grand chose à dire ou à ajouter, si ce n'est que c'est une fonctionnalité qui existait déjà.
dans la version dans la version 12 qui permettait justement d'analyser, disons qui fournissait 8 règles pour analyser le système, renvoyant ainsi des informations sur les limitations qu'il faudrait corriger, notamment le niveau des passwords, les versions de certificats, donc pas mal de limitations comme ça que le système aurait, donc il faudrait prendre compte. Aujourd'hui, avec la version 12.1, d'une équipée de 8, disons, règles de vérification, vous voyez 30. Donc, cela a été amélioré et vous avez beaucoup plus d'éléments aujourd'hui qui vous permettraient de faire une sorte d'audit de conformité de votre infrastructure et savoir effectivement tout ce qui est compliant et ce qui ne l'est pas, afin de planifier des actions à mettre en place. Alors, toutes ces fonctionnalités-là, vous les retrouverez de manière visuelle, ou alors vous retrouverez leurs résultats, leurs effets de manière visuelle à travers un dashboard que vous aurez aujourd'hui dans la solution la Big Data Platform. Naturellement, pour que vous puissiez avoir ce dashboard qui vous donne une vue synoptique du niveau de risque et d'intégrité de votre infrastructure, il faudrait que vous ayez au niveau d'édition advanced. Il faut le savoir, les données collectées viennent de l'humain. Vous aurez donc ce dashboard-là qui, je le dis de façon synoptique, vous dira exactement à quel niveau de risque vous êtes. Et cela permettra de vous ajuster au quotidien et voir où orienter les actions en ayant de façon directe les éléments collectés en un seul endroit. Alors, cette slide marque la fin de cette présentation. Nous vous remercions déjà d'avoir tenu, malgré le fait que nous ayons un tout petit peu débordé le timing. C'est toujours la preuve que les sujets sont intéressants et passionnants. Alors, sans plus perdre de temps, je vais me diriger vers le chat, Benjamin, voir si nous avons des questions, et je vois qu'il y en a pas mal. Okay. Alors, je prends déjà la première question. Oui, qui concerne les extensions. Alors, les extensions se téléchargent uniquement à partir d'une source Vim où nous pouvons les télécharger ailleurs. Ça, c'est la question de Raphaël. Et ensuite, nous avons Léopold qui nous dit c'est l'éditeur de l'antivirus qui intègre cette fonctionnalité ou par défaut, Vim 12 prend en compte l'intégration de l'antivirus. Alors, nous avons deux questions brûlantes. Je te les laisse ou je les prends, Benjamin? Oui, je commence par la question de Léopold. L'intégration de l'antivirus, Vim, comme je l'ai dit durant la présentation, Vim a un API intégré qui permet cette intégration. D'accord. Donc oui, effectivement, ce n'est pas l'éditeur de l'antivirus qui intègre les fonctionnalités dont nous avons parlé, c'est un Vim et vous pouvez interagir avec vos EDR, vos antivirus à travers une API que Benjamin vient de dire. Maintenant, pour ce qui est des extensions à télécharger, alors est-ce que elle peut nous repréciser la question il dit les extensions se téléchargent uniquement à partir d'une source Vim où nous pouvons les télécharger ailleurs. Alors, je suppose que Raphaël fait allusion aux extensions à analyser lors de l'indexation dont a parlé Benjamin. Si c'est bien ça, les extensions, elles sont connues. Elles sont connues. Il ne s'agit pas d'une source nécessairement Vim.
Et d'ailleurs, à ce propos, je vais regarder un peu plus en détail et en discuter avec les équipes VIM pour fournir une réponse qui serait beaucoup plus précise. Mais de toutes les façons, les extensions, elles sont connues, ce n'est pas nécessairement une source VIM. Au contraire, VIM met à contribution les sources disponibles pour pouvoir avoir le plus d'extensions possible à analyser parce qu'elles sont connues. Pour ce qui est de la liste des sources, s'il y en a une, je vérifierai moi-même. Et Raphaël, je pourrais vous envoyer, vous partager la réponse pendant que le fichier de présentation sera partagé ou en faire une communication sur le Vim User Group. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je pense qu'il n'y en a plus. OK. Ah, d'accord. Merci à vous aussi. Donc, s'il n'y a plus de questions, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir pris part à ce webinaire organisé dans le cadre du Vim User Group. Alors, Mamadou a une question. Oui, Mamadou? Oui, Mamadou, nous restons en attente de votre question. C'est en rapport avec... bon, ok, la question n'est pas... Ok, alors allons-y. C'est un petit peu l'idée qu'on suit. Allô, bonjour. En revanche, effectivement, ce n'est pas le Allô? Allô? Oui, Mamadou? Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question, c'est en rapport avec la migration. Comment migrer de la version 10 à la version 12? Il nécessite l'achat d'une nouvelle licence ou bien la même licence, on peut migrer la même licence vers la version 12? Alors, Mamadou, de la version, vous avez dit de la version 10 à la version 12? Oui. Ok, alors ce qu'on va faire, il y a un schéma de migration qui est connu. Ou alors, devrais-je dire, non pas un schéma de migration, mais un schéma d'upgrade, de mise en niveau. Alors, tout de suite, je ne l'ai pas comme ça de tête, mais le principe, il est simple. Est-ce qu'il est possible déjà de passer de la version 10 directement à la version 12? Je ne pense pas. Mais cela reste à vérifier, effectivement. Il y a généralement ce qu'on appelle des schémas de migration. Vous allez pouvoir potentiellement passer de la version 10 à la version 11, de la version 11 à la version 12. Après, est-ce que vous avez une licence socket ou déjà une licence VUL? Ça, par contre, ce sont des questions qu'il faudra se poser. Si vous avez des licences socket, par exemple, ce serait le bon moment d'envisager de passer à la VUL qui, de par sa flexibilité, intègre de fait toutes les fonctionnalités dont nous venons de parler, parce que sur les licences socket, vous avez pas mal de fonctionnalités liées aux nouveautés que vous n'aurez pas nécessairement. Donc, tous ces éléments-là, nous pourrons en discuter dans le cadre du user group parce que effectivement, une mise à niveau dépend des spécificités de l'existant et en fonction comme j'ai dit, du type de licence, de l'existant, le schéma de migration peut être différent. Ce que je vous propose, Mamadou, après ce webinaire, allez dans la communauté, faites un post en décrivant votre environnement, en disant par exemple quelle version exacte de Vim vous avez. Effectivement, on a une licence socket, je me rappelle. À un moment, j'avais même sollicité à la direction d'aller sur la licence VUL parce qu'on a une licence socket, je confirme.
D'accord. Donc, c'est l'occasion de passer à la bulle pour pouvoir bénéficier de toute la flexibilité de toutes ces nouveautés dont nous parlons. Mais comme je dis, pour une réponse exhaustive, Mamadou, allez au niveau de la communauté, faites un post en décrivant votre environnement et vous verrez que moi ou tout autre membre se fera un plaisir de vous répondre avec le plus de détails possible. D'accord. Merci. Merci. Je vous en prie, Mamadou. OK, nous vous remercions. Nous vous remercions. Oui, effectivement, la présentation va être partagée. Vous l'aurez sans doute au niveau de la communauté. Et ce sera un plaisir de continuer à échanger et partager avec vous dans le cadre de la communauté. Merci encore pour votre présence, pour votre assiduité, pour vos questions. Et à très bientôt pour le prochain webinaire. Surtout, n'hésitez pas. Tous les membres qui sont intéressés par ce type d'activité peuvent le proposer et nous nous ferons un plaisir de les accompagner à la réalisation. Merci à toi, Benjamin.